qu'elle n'avait jamais vu. 3 ans à attendre ses messages, à croire à ses promesses, à imaginer une vie qu'elle pensait enfin toucher du doigt. Elle lui a fait confiance, elle lui a ouvert son cœur et peu à peu, elle lui a tout donné. Son temps, son énergie, son argent, tout. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que derrière cet écran se cachait une vérité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Une vérité qui allait briser bien plus que son cœur. Aujourd'hui, son histoire est un avertissement. Parce que parfois, ce n'est pas l'amour qui nous détruit, c'est l'illusion qu'on refuse de voir. Aminata avait 32 ans. Elle vivait seule dans un petit appartement à Cotonou, au Bénin. Dans un quartier calme où les journées se ressemblaient toutes. Elle travaillait comme assistante administrative dans une entreprise de la place. Un poste stable, sans histoire, qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Aux yeux de ceux qui la connaissaient, elle menait une vie simple, équilibrée, presque enviable. Elle ne manquait de rien, elle ne faisait pas de vagues et surtout, elle donnait toujours l'impression d'aller bien. Mais cette image ne reflétait pas ce qu'elle vivait réellement. Depuis des années, Aminata ressentait un vide qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Ce n'était pas un manque matériel, ni même un problème précis qu'elle pouvait identifier. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus profond. Une sensation de solitude qui s'installait doucement, jour après jour, sans jamais vraiment la quitter. Elle avait des collègues avec qui elle échangeait quelques mots au bureau, une famille qu'elle appelait de temps en temps, mais au fond, elle avait le sentiment de ne vraiment compter pour personne. Ses journées suivaient presque toujours le même rythme. Elle se levait tôt, se préparait sans se presser, puis prenait la route du travail. Là-bas, elle exécutait ses tâches avec sérieux, répondait aux mails, classait des dossiers, saluait poliment ses collègues. À la pause, elle mangeait souvent seule ou participait à des discussions sans vraiment s'y sentir impliquée. Puis en fin de journée, elle rentrait chez elle, refermait la porte derrière elle et retrouvait ce silence devenu trop familier. C'est dans ces moments-là que son téléphone prenait toute sa place. Au début, c'était juste pour passer le temps. Elle faisait défiler les publications sur les réseaux sociaux, regardait les photos des autres, lisait des commentaires, répondait parfois à quelques messages, mais progressivement ce petit écran est devenu bien plus qu'un simple divertissement. C'était une présence, une distraction contre le silence, une manière de se sentir connecté à quelque chose à défaut de se sentir réellement proche de quelqu'un. Autour d'elle, la pression se faisait augmenter. À chaque réunion de famille, les mêmes questions revenaient posées avec un sourire, mais chargées d'attente. Alors, Aminata, c'est pour quand le mariage enfin? Ou encore, tu ne peux pas rester seule comme ça indéfiniment, ma chérie. Certains se voulaient rassurants, d'autres plus insistants. Mais tout semblait lui rappeler qu'à son âge, elle était censée avoir déjà construit autre chose. Elle répondait en souriant, en esquivant, en disant que tout allait bien. Mais une fois seule, ses remarques prenaient une autre dimension. Elle renforçait ce sentiment qu'elle essayait pourtant de cacher, y compris à elle-même. Avec le temps, Aminata s'est mise à passer de plus en plus de soirées sur son téléphone. Elle s'inscrivait sur des groupes, échangeait parfois avec des inconnus sans jamais vraiment s'impliquer. C'était plus facile ainsi, disait-elle. Derrière un écran, il n'y avait pas de jugement direct, pas de regard insistant, pas de pression immédiate, juste des mots parfois anodins, parfois réconfortants. Un soir, après une journée particulièrement longue, elle rentra chez elle plus fatiguée que d'habitude. Elle posa son sac, se changea puis s'installa sur son lit avec son téléphone comme elle le faisait presque chaque soir. Et commença à faire défiler les messages sans grande attention jusqu'à ce qu'une notification attire son regard.
C'était un message qu'elle n'attendait pas. Un message d'un numéro inconnu. Et sans le savoir, en l'ouvrant, Aminata venait de franchir une étape qui allait changer le cours de sa vie. Le message venait d'un certain Daniel. Le ton était simple, presque banal. Il disait être tombé sur son profil par hasard dans un groupe où elle avait laissé un commentaire quelques jours plus tôt. Il s'excusait d'avance si son message dérangeait, mais ajoutait qu'il avait trouvé ses mots sincères et qu'il aimerait apprendre à le connaître. Aminata hésita quelques secondes avant de répondre. Ce n'était pas la première fois qu'un inconnu lui écrivait, mais quelque chose dans la manière dont il s'exprimait semblait différent. Il n'y avait ni insistance, ni familiarité déplacée, juste une forme de respect qui déjà la mettait en confiance. Au fil des jours, leur échange devint plus régulier. Daniel écrivait le matin pour lui souhaiter une bonne journée, prenait de ses nouvelles dans l'après-midi et revenait le soir pour discuter plus longuement. Il posait des questions, s'intéressait à son travail, à sa famille, à ses habitudes. Il se souvenait des détails qu'elle lui donnait et y revenait plus tard, comme quelqu'un qui écoute vraiment. Très vite, Aminata se surprit à attendre ses messages. Elle qui passait ses soirées à faire défiler son écran sans but précis, se mit désormais à ouvrir son téléphone avec une attente bien particulière. Daniel avait toujours les mots justes. Quand elle parlait de sa fatigue, il lui disait de prendre soin d'elle. Quand elle évoquait les remarques de sa famille, il lui rappelait qu'elle n'avait rien à prouver à personne. Il semblait comprendre ce qu'elle ressentait sans qu'elle n'ait besoin de tout expliquer. Cette capacité à lire en elle, à mettre des mots sur ses émotions, créait une proximité qu'elle n'avait jamais vraiment connue jusque-là. Très vite, il commença à partager des éléments de sa propre vie. Il disait être ingénieur, travailler à l'étranger sur des chantiers importants. Son travail l'obligeait à beaucoup voyager, souvent dans des zones où les communications étaient limitées. C'est pour cela, expliquait-il, qu'il ne pouvait pas toujours être disponible aux mêmes heures, ni passer des appels vidéo comme il l'aurait voulu. Il envoyait parfois des photos, lui sur un chantier, dans un casque de sécurité ou devant des bâtiments modernes. Rien qui semblait incohérent, rien qui éveillait la méfiance. Aminata de son côté se livrait de plus en plus. Elle lui parla de son enfance, de ses études, de ses espoirs qu'elle avait peu à peu laissés de côté. Elle lui confia aussi ce sentiment de solitude qu'elle n'avouait jamais à personne. Avec lui, cela semblait facile. Il ne jugeait pas, il ne coupait pas la parole, il ne minimisait rien. Au contraire, il valorisait ce qu'elle disait, lui donnait l'impression d'être importante, écoutée et comprise. Les semaines passaient, puis les mois. Leur relation prit une place centrale dans la vie d'Aminata. Ses journées étaient désormais rythmées par leurs échanges. Elles ajustaient même ses habitudes pour être disponibles quand il l'écrivait. Lorsqu'il disparaissait pendant quelques heures à cause de son travail, elle ressentait un manque qu'elle avait du mal à expliquer. Et dès qu'il revenait, tout semblait s'apaiser. Plusieurs fois, elle évoqua l'idée de se rencontrer. À chaque fois, Daniel ne refusait pas directement. Il disait qu'il en avait très envie lui aussi, qu'il rêvait de la voir, mais que ses missions actuelles rendaient les choses compliquées. Il parlait de délais imprévus, de contrats à honorer, de déplacements urgents. Ses explications restaient cohérentes, toujours accompagnées de promesses. « Bientôt, je te le promets, ma chérie. » Et à chaque fois, Aminata choisissait d'y croire. Avec le temps, leur relation prit une tournure plus intime. Les mots changèrent, devinrent plus forts, plus engagés. Daniel parlait d'avenir, de projets, de vie commune. Il lui disait qu'elle était différente, qu'elle était la femme qu'il attendait sans le savoir. Aminata, qui n'avait jamais vécu ce type de relation auparavant, se laissa emporter. Elle avait enfin l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui la voyait réellement telle qu'elle. Puis un soir, après plusieurs heures de silence inhabituel, Daniel réapparut avec un message différent des autres. Le ton était plus grave, plus pressé.
Il expliquait qu'il traversait une situation difficile sur son lieu de travail. Un problème imprévu, urgent, qu'il ne pouvait pas résoudre seul. Il disait ne pas avoir d'autre choix que de demander de l'aide et qu'elle était la seule personne en qui il avait suffisamment confiance pour se confier. Aminata relut le message plusieurs fois et pour la première fois depuis le début de leur relation, une hésitation s'installa. Aminata resta longtemps immobile, le téléphone entre les mains. Elle relut les messages précédents, repensa à leur conversation, à tout ce qu'ils avaient partagé. Une partie d'elle hésitait, se demandait si c'était raisonnable. Mais une autre partie, plus forte, plus émotionnelle, lui rappelait à quel point Daniel avait toujours été présent pour elle. Elle se disait que c'était peut-être ça aimer quelqu'un, être dans les moments difficiles. Le lendemain, elle envoya l'argent. Ce n'était pas une somme énorme, mais suffisamment importante pour qu'elle le remarque sur son compte. Elle se rassura en se disant que ce n'était qu'un prêt, qu'il allait le rembourser rapidement comme il l'avait promis. Daniel la remercia avec des mots qui la touchaient profondément. Il parla de confiance, de loyauté, de lien fort entre eux. Pendant quelques jours, tout sembla revenir à la normale comme si cet épisode n'avait été qu'un incident passager. Mais il y eut un deuxième message. Cette fois, l'explication était différente. Un autre blocage, une autre urgence présentée avec les mêmes intensités. Aminata hésita moins longtemps. Elle se souvenait de la première fois, du soulagement qu'elle avait ressenti en l'aidant et surtout de la manière dont Daniel l'avait valorisé après. Elle envoya à nouveau de l'argent en se disant que c'était exceptionnel, que cela ne se reproduirait pas. Puis vint une troisième demande. À ce stade, quelque chose en elle commençait à changer. Elle ne prenait plus vraiment le temps de réfléchir. Elle agissait presque automatiquement, comme si refuser n'était plus une option. Pour réunir la somme demandée, elle dut puiser dans ses économies. Elle repoussa certaines dépenses prévues, fit des sacrifices discrets dans son quotidien. Elle évita d'en parler à qui que ce soit, consciente que les réactions seraient négatives. Très vite, elle commença à mentir. Quand sa sœur lui demanda pourquoi elle semblait préoccupée, elle répondit vaguement qu'elle avait des soucis au travail. Lorsqu'une collègue évoqua une sortie le week-end, elle déclina en disant qu'elle était occupée. En réalité, elle cherchait simplement à gérer ses finances, à calculer ce qui lui restait, à voir comment elle pourrait répondre à la prochaine demande si elle arrivait. Et elle arriva. Le message de Daniel devint plus fréquent, toujours accompagné de nouvelles difficultés. Chaque fois, il promettait que c'était la dernière fois, que la situation allait bientôt se stabiliser. Il parlait de leur avenir, de ce qu'il ferait pour elle une fois rentrés, des projets qu'ils construiraient ensemble. Ces promesses donnaient du sens à tout ce qu'elle faisait. Elle transformait ses sacrifices en investissements, ses pertes en espoir. Pour continuer à envoyer de l'argent, Aminata prit une décision qu'elle n'aurait jamais imaginée quelques mois plus tôt. Elle contracta un petit prêt, puis un autre. Elle vendit certains objets personnels, des choses auxquelles elle tenait pourtant. À chaque fois, elle trouvait une justification. Ce n'était que temporaire, tout allait rentrer dans l'ordre. Daniel allait revenir et tout changer. Mais au fond d'elle, des doutes commençaient à apparaître. Ils étaient discrets, presque silencieux. Une incohérence dans une histoire, un délai qui s'allongeait, une promesse qui tardait à se concrétiser. Parfois, elle relisait leur conversation et ressentait un léger malaise qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Mais dès que ce sentiment apparaissait, elle le repoussait. Elle se disait qu'elle réfléchissait trop, qu'elle risquait de gâcher quelque chose de précieux. Alors, elle continuait. Un soir, alors qu'elle était au téléphone avec sa sœur, celui-ci s'interrompit brusquement au milieu de la conversation. Elle lui posa une question simple mais directe. « Aminata, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Aminata resta silencieuse quelques secondes et pour la première fois, quelqu'un d'autre commençait à voir
ce qu'elle essayait encore de cacher. La question de sa sœur continua de résonner dans l'esprit d'Aminata bien après qu'elle ait raccroché. Elle avait tenté de répondre vaguement, comme d'habitude, en parlant de fatigue, de stress. Mais cette fois, cela n'avait pas suffi. Le ton de sa sœur était différent, plus insistant, plus inquiet. Comme si elle avait compris que quelque chose de plus profond se cachait derrière ces silences. Les jours suivants, sa sœur ne lâcha pas prise. Elle rappela, posa d'autres questions, demanda des explications plus précises. Aminata esquivait, changeait de sujet, raccrochait parfois plus vite que d'habitude. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette inquiétude avait déjà déclenché une chose. Un dimanche après-midi, sa sœur débarqua chez elle sans prévenir. Elle n'était pas seule. Avec elle se trouvait son cousin Idriss. Un jeune homme discret mais très observateur, connu dans la famille pour son sens de détail et sa méfiance naturelle. Aminata fut surprise, presque gênée. Elle comprit immédiatement que cette visite n'avait rien de banal. Après quelques échanges tendus, sa sœur alla droit au but. Elle lui demanda de montrer les messages. Aminata refusa au début. Elle parla de confiance, de vie privée, de relations sérieuses, mais face à l'insistance combinée de sa sœur et du regard calme mais déterminé d'Idriss, elle finit par céder. Elle leur tendit son téléphone presque à contre-cœur. Idriss parcourut les conversations sans rien dire pendant de longues minutes. Il s'attarda sur les photos envoyées par Daniel, sur les détails de ses récits, sur les moments où il disparaissait puis revenait avec une nouvelle explication. Puis il releva la tête. « Tu es sûr de le connaître ?» demanda-t-il simplement. Aminata se crispa. Elle répondit que oui, qu'il parlait depuis longtemps, qu'elle savait qui il était. Idriss ne contredit pas immédiatement, il lui demanda juste l'autorisation de vérifier certaines choses, sans vraiment comprendre pourquoi elle accepta. Ce qui suivit fut rapide. Idriss fit une recherche à partir des photos que Daniel avait envoyées. En quelques minutes, il trouva des correspondances sur plusieurs profils différents, avec des noms différents, les mêmes messages, les mêmes poses utilisées ailleurs. Puis, il examina les numéros, les détails des messages. Certaines expressions répétitives, tout commençait à former un schéma. Quand il montra les résultats à Aminata, elle secoua la tête. « Ce n'est pas lui, dit-il immédiatement. Non, tu te trompes. » Sa sœur tenta de lui expliquer, de lui faire voir les incohérences, les photos volées, les histoires qui ne tenaient pas, les demandes d'argent répétées. Mais Aminata refusait d'entendre. Elle défendait Daniel avec une énergie qu'elle ne se connaissait pas. Elle disait qu'il ne comprenait pas leur relation, qu'il jugeait sans savoir. Alors Idriss alla plus loin. Il proposa d'appeler le numéro de Daniel en présence d'Aminata. Au début, elle hésita puis accepta comme pour prouver qu'ils avaient tort. Le téléphone sonna une fois, deux fois, puis quelqu'un décrocha. La voix à l'autre bout du fil n'avait rien à voir avec celle qu'Aminata imaginait. Ce n'était pas un homme sûr de lui, posé comme celui qu'elle avait construit dans son esprit. C'était une voix différente, hésitante, presque méfiante. Idriss engagea la conversation, changea légèrement de ton, posa quelques questions précises et en quelques minutes, la vérité commença à se dessiner. Il ne s'agissait pas d'un seul homme. Derrière le numéro, il y avait plusieurs personnes. Un petit réseau organisé, habitué à ce type d'anarque. Ils utilisaient des photos récupérées sur Internet, construisaient des identités crédibles, puis entretenaient des relations sur la durée pour obtenir de l'argent. Aminata n'était pas la seule, elle était simplement l'une des victimes parmi des centaines d'autres. Quand Idriss mit fin à l'appel, le silence qui suivit fut lourd.
Aminata resta immobile. Elle regardait son téléphone comme si elle le découvrait pour la toute première fois. Tous les messages, toutes les promesses, tous les souvenirs qu'elle avait construits autour de cette relation, tout venait de perdre son sens en quelques minutes. Elle tenta encore de dire quelque chose, de trouver une explication, mais aucun mot ne sortit. La réalité s'imposait, brutale, sans possibilité de retour. Ce n'était pas de l'amour, c'était une illusion soigneusement construite. Et dans cette illusion, elle avait laissé bien plus que de l'argent. Elle avait laissé une partie d'elle-même. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, son téléphone resta silencieux et Aminata s'effondra. Les jours qui suivirent furent parmi les plus difficiles de la vie d'Aminata. Après la révélation, elle resta longtemps enfermée chez elle, incapable de faire face au monde extérieur. Elle évitait les appels, ignorait les messages et passait des heures assise, le regard perdu comme si elle cherchait encore à comprendre ce qui lui était arrivé. Ce n'était pas seulement la perte d'argent qui la faisait souffrir, c'était tout ce qu'elle avait investi émotionnellement, tout ce qu'elle avait cru réel et qui ne l'était pas. La honte s'installa rapidement. Elle repensait à toutes les fois où elle avait défendu Daniel, à la manière dont elle avait rejeté les doutes, ignoré les signes. Elle se sentait naïve, manipulée, presque ridicule. Cette pensée la rongeait plus que tout le reste. Elle avait l'impression de s'être trahie elle-même. À cela s'ajoutaient les conséquences concrètes. Ses économies avaient disparu, les prêts qu'elle avait contractés commençaient à peser sur son quotidien. Elle devait désormais revoir toutes ses dépenses, renoncer à certains projets et surtout affronter la réalité financière qu'elle avait elle-même contribué à créer. Même au travail, elle n'était plus la même. Elle se déconcentrait facilement, commettait des erreurs inhabituelles et ses collègues commençaient à remarquer ce changement. Sa relation avec sa famille traversa aussi une période délicate. Sa sœur, bien que présente, ne cachait pas sa frustration. Elle lui en voulait de ne pas avoir parlé plus tôt, de s'être enfermée dans le silence. Aminata de son côté se sentait jugée, même lorsque ce n'était pas le cas. Elle interprétait chaque remarque comme une critique, chaque silence comme un reproche. Il fallut du temps pour que les tensions s'apaisent. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose commença lentement à changer. Un matin, sans raison particulière, Aminata prit son téléphone et relut certains messages de Daniel. Pas avec les yeux de celle qui croyait, mais avec le recul de celle qui avait compris. Pour la première fois, elle vit clairement que ce n'était ce qu'elle n'avait jamais voulu voir. Les répétitions incohérentes, les stratégies. Elle réalisa que ce qu'elle avait pris pour de l'attention était en réalité une méthode, que ce qu'elle avait appelé de l'amour n'était qu'un moyen d'obtenir quelque chose d'elle. Cette prise de conscience fut douloureuse, mais nécessaire. À partir de ce moment, elle décida de ne plus fuir. Elle accepta de parler, dehors avec sa sœur, puis avec un collègue en qui elle avait confiance. Elle expliqua ce qui s'était passé sans chercher à se justifier, sans minimiser. Mettre des mots sur son histoire lui permit de reprendre un peu le contrôle sur elle-même. Progressivement, elle commença à se reconstruire. Elle établit un plan pour rembourser ses dettes, aussi long soit-il. Elle réorganisa son quotidien, reprit certaines habitudes qu'elle avait abandonnées et surtout, elle apprit à être plus attentive à elle-même. Elle comprit que sa solitude, qu'elle avait longtemps ignorée, avait joué un rôle central dans tout ce qui s'était passé. Non pas comme une faute, mais comme une fragilité qu'elle devait désormais reconnaître. Avec le temps, la douleur s'atténua. Elle ne disparut pas complètement, mais elle cessa de dominer chaque pensée, chaque moment de sa vie.
À la place, il resta une forme de lucidité, presque une leçon gravée dans son esprit. Un soir, assise dans son salon, elle prit quelques instants pour réfléchir à tout ce qu'elle avait traversé. Puis, comme si elle s'adressait à quelqu'un en face d'elle, elle parla à voix basse. On croit souvent que ça n'arrive qu'aux autres. On pense être assez prudent, assez intelligent pour éviter ce genre de piège. Mais la réalité, c'est que ce ne sont pas nos connaissances qui nous protègent, ce sont nos équilibres intérieurs. Quand on se sent seul, quand on manque de repères, on peut facilement s'accrocher à ce qui nous fait du bien, même si ce n'est pas réel. Internet peut mentir, les mots peuvent tromper et quelqu'un peut prendre le temps de construire une illusion juste pour profiter de vous. Ce que j'ai vécu m'a coûté de l'argent, oui, mais surtout, ça m'a appris une chose. L'amour ne se prouve pas seulement avec des mots, il se voit, il se vit, il se vérifie. Si vous doutez, prenez du recul. Parlez à quelqu'un. Ne restez pas seul avec ce que vous ressentez. Parce que parfois, ce n'est pas le cœur qui nous trompe, c'est le silence dans lequel on le laisse décider. Aminata posa son téléphone à côté d'elle et pour la première fois depuis longtemps, elle n'attendit plus qu'il sonne.